Vous avez sans doute entendu parler de Ceuta ces jours-ci. Sauf que si vous regardez la télévision et que vous écoutez la radio, vous n'avez rien compris. Et c'est normal, les médias font exprès de passer à côté du vrai sujet, les relations diplomatiques entre trois grands pays, Israël, les États-Unis et le Maroc. Alors on va commencer par regarder les images. Des milliers de jeunes, des adolescents qui nagent, qui escaladent et qui se noient. Et immédiatement, comme toujours, deux machines narratives qui se mettent en marche. La première qui nous explique qu'il ne faut y voir qu'une catastrophe humanitaire, la misère, le désespoir et les rêves brisés d'Europe d'une jeunesse marocaine qui n'a pas d'avenir. Et la seconde qui nous explique l'inverse. On assiste à une invasion organisée par des migrants venus conquérir l'Europe. Ces deux récits ont un point commun assez pratique. Ils évitent de regarder ce qui se passe entre les États. Parce que les migrants de Ceuta ne sont pas une abstraction humanitaire, ni une armée autonome partie à l'assaut de l'Espagne ou de l'Europe. Ce sont des êtres humains placés au milieu d'un rapport de force géopolitique. Et c'est là le sujet de Ceuta. 50 000 personnes ne franchissent pas une frontière comme on rate son autobus. Entre le 30 et le 31 juillet, l'Espagne a été confrontée à une entrée hors norme depuis le territoire marocain. Toutes les estimations tournent autour de 50 000 personnes, avec des dizaines de morts. Madrid a été obligé, Madrid a été obligé de déployer policiers et militaires, et Pedro Sanchez, le Premier ministre, a parlé d'une atteinte à la souveraineté territoriale espagnole. On nous dit que certaines rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux pour dire aux jeunes Marocains que ce jour-ci, la frontière était ouverte. C'est vrai. On nous dit qu'une décision récente de la justice espagnole limite les expulsions immédiates des personnes qui arrivent par la mer et que ça aurait pu servir d'appel d'air. C'est également vrai. Et on nous explique enfin que la jeunesse marocaine souffre du chômage, du manque de perspectives et de graves inégalités. C'est incontestable. Mais aucune de ces explications n'interdit de poser la question politique élémentaire. Comment une frontière extrêmement surveillée par l'un des États policiers les plus efficaces de la région peut-elle soudain devenir perméable à une telle échelle? À ce jour, il n'y a pas de preuve publique qui permet d'affirmer que Rabat a donné l'ordre d'organiser cette ruée. Les forces marocaines ont d'ailleurs fini par intervenir et EPI souligne que les affirmations d'une opération directement orchestrée par le Maroc, Israël et les États-Unis ne sont pas démontrées. Très bien. Mais l'absence de preuves d'un ordre écrit, ça n'oblige pas non plus à faire semblant. Parce que Ceuta a déjà servi exactement à une opération d'ingérence. C'était en 2021, en mai 2021. 8 000 à 10 000 personnes qui entrent en quelques heures à Ceuta. Et pourquoi? Quelques semaines auparavant, Madrid avait accepté de soigner Brahim Ghali, le dirigeant du Front Polisario, qui est l'ennemi numéro un du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Rabat est alors entré dans une colère noire. La frontière est devenue extrêmement poreuse. Et les témoignages constatent la passivité inhabituelle des forces marocaines, des vidéos qui montrent les policiers ouvrant des grilles, laissant des personnes passer. Lorsque la pression européenne est devenue suffisamment forte, la police marocaine a repris le contrôle et les arrivées se sont arrêtées. Autrement dit, en 2021, le Maroc avait démontré quelque chose. Il possède un interrupteur migratoire qu'il peut ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Lorsqu'on possède un tel levier face à des démocraties européennes obsédées par la question migratoire, on a là une arme diplomatique remarquable. Pas besoin de chars, de missiles, rien du tout. Il suffit de ne plus faire le gendarme puisque vous êtes payé par l'Union européenne pour faire ce travail de garde-frontière. Et ce sont les êtres humains qui servent de monnaie d'échange. Voilà le scandale. Maintenant, regardons ce qui s'est passé en 2026. Le 20 juillet 2026, 10 jours seulement avant la crise, Pedro Sanchez est à Alger. Il y annonce, avec le président Tebboune, la relance d'une coopération stratégique entre l'Espagne et l'Algérie, avec une réunion bilatérale de haut niveau qui est prévue à l'automne. Le communiqué de cette rencontre est clair. Madrid décrit l'Algérie comme un partenaire stratégique et une nation amie. Or, l'Algérie, c'est le grand rival du Maroc dans la région, parce que l'Algérie soutient le Front Polisario, parce que l'Algérie a une politique antisioniste. Et tout l'équilibre stratégique du Maghreb repose depuis des décennies sur cette confrontation entre Alger et Rabat. Alors, il serait naïf de penser que cette visite de Pedro Sanchez à Alger n'a pas fait s'allumer des petites lumières d'alerte à Rabat. Surtout quand on connaît l'obsession diplomatique du Maroc pour le Sahara occidental. Parce que pour comprendre la politique extérieure marocaine, il faut comprendre une chose simple.
Rabat veut que ses partenaires reconnaissent sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'est la ligne rouge, l'obsession diplomatique. Et c'est là qu'entrent en scène Israël et les États-Unis. En décembre 2020, Donald Trump prend une décision historique. Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La contrepartie politique, c'est la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Ça, c'est pas une théorie, c'est le contenu de l'accord. La proclamation présidentielle américaine affirme explicitement que les États-Unis reconnaissent le Sahara occidental comme faisant partie du Royaume du Maroc. Et puis, en juillet 2023, Benjamin Netanyahou reconnaît à son tour la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et entre-temps, la coopération ne s'est pas limitée à des déclarations ou des poignées de main. En novembre 2021, Israël et le Maroc ont signé un accord de défense ouvrant la coopération dans le domaine du renseignement, de l'industrie militaire et dans l'entraînement des troupes. Et depuis, le Maroc a développé ses capacités, notamment dans les drones, avec l'aide de l'industrie israélienne. Donc nous avons aujourd'hui au Maghreb un véritable axe stratégique. Washington, Tel Aviv, Rabat. Ça ne veut pas dire que c'est un état-major secret qui se réunit pour décider qui va traverser la frontière à tel jour et à telle heure. Non, ça c'est aller au-delà des faits disponibles. Mais un tel alignement diplomatique, militaire et stratégique dans la région, aux portes de l'Europe, ça c'est concret. Et ce détail devient plus intéressant lorsqu'on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois. Parce que quand Washington commence à parler de Ceuta, eh bien figurez-vous qu'il en fait un territoire marocain. Et ça, c'est l'information qui devrait être au centre du débat. Or, encore une fois, elle l'est très rarement ou elle est en périphérie des reportages que vous avez pu voir. Au printemps 2026, quelque chose d'inédit se produit à Washington. Un rapport qui accompagne un projet législatif de la Commission des appropriations de la Chambre des représentants et qui décrit Ceuta et Melilla comme étant situés en territoire marocain, tout en étant sous administration espagnole. Le texte encourage même un engagement diplomatique américain sur leur statut futur. Quelques mois avant la crise actuelle, un document du Congrès américain commence à parler de deux villes espagnoles comme des territoires marocains administrés par Madrid. Ça n'arrive pas par hasard. Mario Diaz-Balart, un élu républicain influent et proche de Marco Rubio, déclarait en avril que Ceuta et Melilla ne se trouvent pas géographiquement en Espagne, c'est vrai, et que leur statut devrait être discuté entre alliés. Là, c'est autre chose. Avant lui, c'était Michael Rubin, ancien responsable du Pentagone et analyste de l'American Enterprise Institute, qui avait publiquement plaidé pour que les États-Unis reconnaissent les revendications marocaines sur Ceuta et Melilla. Alors, est-ce que ça prouve que Donald Trump a décroché son téléphone pour demander à Mohamed VI d'envoyer 50 000 personnes vers Ceuta? Non. Aucune preuve ne permet de l'affirmer. Mais faire comme si ces éléments n'existaient pas, c'est malhonnête. Parce que la géopolitique, ça fonctionne par des signaux. Quand une puissance mondiale commence à relativiser publiquement la souveraineté territoriale d'un de ses propres alliés de l'OTAN, eh bien on comprend parfaitement le message. Et on a déjà vécu ça d'ailleurs avec le Groenland. Il faut ajouter une autre fracture. Depuis Gaza, les relations entre Sanchez et le gouvernement Netanyahou se sont effondrées. L'Espagne a reconnu l'État palestinien. Madrid a pris des mesures contre les transferts d'armes destinés à Israël. En mars 2026, l'Espagne a formellement retiré son ambassadeur en Israël sur un désaccord supplémentaire à propos des attaques israélo-américaines contre l'Iran. Pedro Sanchez est devenu la bête noire et l'un des dirigeants européens les plus critiques de la politique israélienne. Parallèlement, le Maroc est devenu l'un des partenaires militaires les plus importants d'Israël au Maghreb. Là encore, ça ne prouve pas qu'Israël ait organisé Ceuta. Mais il serait absurde d'analyser les rapports de force actuels sans mentionner ces accords et cette recomposition. Autre éléphant dans la pièce, systématiquement oublié des reportages dans l'affaire Ceuta et Melilla. Pegasus. Le téléphone de Pedro Sanchez a été compromis par le logiciel de renseignement Pegasus, celui de plusieurs responsables européens également. Pegasus est fabriqué par l'entreprise israélienne NSO Group et le Maroc a été identifié par le consortium Pegasus Project comme utilisateur du logiciel. De nouvelles investigations ont été publiées en juillet 2026. Elles ont renforcé des éléments établissant l'usage de Pegasus par le Maroc. Mais attention, la justice espagnole n'a pas pu établir juridiquement qui avait espionné Pedro Sanchez. En janvier 2026, l'enquête a été classée.
parce que les autorités israéliennes n'avaient pas fourni la coopération judiciaire demandée par Madrid. Alors soyons précis, on ne peut pas dire que le Maroc a espionné Sanchez avec Pegasus. Ce n'est pas un fait judiciairement établi. Mais on peut dire que le ministre espagnol a été espionné avec un logiciel israélien dans un environnement où le Maroc utilisait Pegasus et que l'enquête n'a pas pu aller au bout faute de coopération israélienne. Ça, c'est factuel. Et c'est déjà énorme. On comprend alors pourquoi le débat public sur Ceuta est si pauvre. À gauche, certains qui refusent de parler de la stratégie marocaine de peur de nourrir le discours anti-immigration. Et à droite, certains qui ne font que parler des migrants pour oublier le Maroc, Israël et les États-Unis. Le résultat est le même. Mohamed VI a totalement disparu du tableau. C'est remarquable. On transforme une crise internationale en discussion européenne sur les migrants. Avec la caricature, d'un côté, regardez ces pauvres gens, et de l'autre, attention aux envahisseurs. Mais personne ne demande qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Qui a des milliers de policiers, de militaires, des services de renseignement, des accords dans le renseignement avec Israël, et qui veut dorénavant mettre la main sur Ceuta? Il s'agit du Maroc. Et qui a déjà utilisé l'interrupteur migratoire en 2021? C'est le Maroc. Évidemment, le discours xénophobe passe complètement à côté du sujet. Le jeune Marocain qui traverse la frontière en passant par la mer n'est pas responsable de la stratégie de Rabat. C'est un instrument de cette stratégie. Le transformer en ennemi, c'est une victoire pour ceux qui instrumentalisent la frontière. Et ça crée les images recherchées. Le chaos, la peur, les militaires, les milices d'extrême droite, la crise politique, la dislocation de la solidarité européenne. Et pendant que tout le monde hurle sur l'immigration, personne ne parle du rapport de force entre États. C'est très efficace. On apprend aussi beaucoup sur l'Union européenne. Je parlais du Danemark, qui avait eu affaire déjà aux prétentions américaines sur le Groenland. Vous croyez que le Danemark serait solidaire avec son allié européen, l'Espagne? Pas du tout. Non. Depuis 20 ans, de toute façon, l'Union européenne externalise les frontières. Elle paye, elle fournit du matériel et elle signe des accords avec des pays comme la Turquie, la Libye, la Tunisie ou le Maroc. Quand on sous-traite sa frontière à un autre État, on lui donne un vrai pouvoir. Et d'ailleurs, ces pays l'ont compris. Tous les pays qui sont situés sur une route migratoire savent que la migration est une monnaie diplomatique et peuvent jouer sur l'interrupteur migratoire. Voilà l'état de la souveraineté européenne en 2026, une frontière dont la clé se trouve dans la poche du voisin. Donc non, on ne va pas dire que 50 000 personnes auraient été téléguidées depuis Washington ou Tel Aviv. Ce serait remplacer un récit simpliste par un autre. Mais par contre, il est important de rappeler tout le reste. Le précédent de 2021, le Sahara occidental, le voyage de Pedro Sanchez 10 jours avant en Algérie, l'alliance stratégique entre le Maroc, les États-Unis et Israël, l'accord militaire israélo-marocain et Pegasus éventuellement. Et bien sûr, cette séquence du printemps 2026 où des responsables américains commencent à traiter Ceuta et Melilla comme des territoires dont la souveraineté espagnole doit être discutée. Pourquoi rappeler ces faits? Pour sortir de l'émotion, pour sortir du débat caricatural, pour ne pas regarder simplement ceux qui escaladent la frontière et les nageurs, mais ceux qui les manipulent. Évidemment, la question qui devrait être posée, à qui profite politiquement le fait que des migrants arrivent en masse précisément maintenant? Ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de souveraineté. C'est un pays européen attaqué par un État soi-disant partenaire et ami, les États-Unis, dans le cadre d'une alliance avec Israël. Voilà. J'espère que vous y voyez plus clair dans cette affaire de Ceuta, même si vous voyez que ça se complique en réalité et que les contentieux dans cette région ne remontent pas à 2026, mais bien au-delà. À bientôt et n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager. Ici, c'est le monde moderne.